Monsieur Aoudi, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je me porte bien. Une fois encore, merci pour votre disponibilité à nous accorder cet entretien politique. Suite à votre dernière sortie dans notre émission, vous vous êtes longuement attardé sur la sortie du ministre Gilbert Bara avant les manifestations du 26, 27, 28. Mais tout dernièrement, après les manifestations qui ont été réprimées et où la société civile dénombre 7 morts, le ministre Bahara, sur une chaîne, a encore fait une sortie et en voici les propos venant de lui. Je crois que les Togolais sont maintenant assez édifiés. Ils connaissent les risques et les dangers que comportent les tentatives d'attroupement et de mobilisation qui s'inscriraient dans un cadre totalement illégal. Que pensez-vous de cette déclaration? Et aussi, est-ce que cela ne rejoint pas votre déclaration qui disait que le pouvoir en place voudrait s'aimer de la terreur pour museler la population ou amener les gens à ne pas réagir même si les choses n'avancent pas? Merci pour la question. Vous posez une question pertinente. Parce que le premier mot qu'il a sorti, quelque part, moi, me plaît. Oui, nous sommes vraiment édifiés et aguerris. Et nous connaissons les risques qui nous attendent, les risques qui préparent pour nous, pour pouvoir arracher notre souveraineté. C'est-à-dire la souveraineté du peuple qu'ils ont prise en otage. Oui, nous connaissons les risques. Et tout ça là prouve combien de fois le régime, à travers la voix de notre compatriote M. Bahara, veut nous museler, veut nous mettre dans un silence total. Mais ça ne marchera pas. Comme je l'ai dit la fois dernière, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les Togolais sont en train de briser les chaînes de la terreur et de la terreur dans lesquelles on nous a imposé, dans lesquelles on nous a mis pendant longtemps. Vous savez, il y a une lumière qui s'éclaire sur le Togo. Et nous sommes vraiment édifiés, comme il le dit, nous sommes vraiment édifiés, aguerris. Et par la perspicacité de notre clairvoyance, eh bien, nous allons continuer jusqu'à ce que nous tous, nous soyons vraiment dans une justice sociale au Togo. Et merci. Vous dites toujours que derrière chaque loi ou législation, il y a l'esprit de cette loi. En général, comment les manifestations sont encadrées dans un état de droit? Quelle devrait être normalement la part des pouvoirs publics pour garantir la liberté des manifestations? Vous voyez, quand vous nourrissez l'ambition de rester dans un état de droit, ce n'est pas de l'amusement. Et dans un état de droit, il y a la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Alors, vous qui êtes le garant de la liberté d'expression et la liberté de manifestation, vous avez une lourde charge. Lorsque les gens veulent manifester leur liberté, leur droit, vous avez la lourde charge, la lourde responsabilité de faire en sorte que la manifestation se passe normalement comme cela se doit. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe, surtout au Togo? On évoque souvent trouble à l'ordre public et on mate les gens en violation flagrante des libertés publiques. Oui, mais selon vous, que pensez-vous de la loi qui cadre les manifestations actuellement au Togo? Cette loi, quand vous lisez cette loi, vous comprenez que le régime en place ne veut pas faire respecter la liberté de manifestation. Ok, c'est une manœuvre pour le régime en fait. C'est une manœuvre pour le régime de faire en sorte que l'un des droits fondamentaux des citoyens ne soit pas respecté. Donc, on ne peut pas continuer éternellement à tailler les lois sur mesure. Et derrière chaque loi, il doit avoir un esprit. Lorsque la loi est dichotomique avec les réalités et l'aspiration profonde d'un peuple, eh bien, la loi va tomber en désuétude. Et c'est ce qui se passe. Les gens ignorent cette loi. La fois dernière, comme je l'ai dit, j'ai dit que il y a ce qu'on appelle la légalité. La légalité
des normes qui encadrent les manifestations. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la légitimité. Et c'est ça qui conduit à des manifestations spontanées. Lorsque vous touchez les valeurs sociales et sociétales d'un peuple, eh bien le peuple réagit. Et vous l'aviez dit la dernière fois. Voilà. Donc, que pensez-vous? Pensez-vous que les Togolais doivent se battre pour restaurer les libertés fondamentales? On n'a rien à faire. Nous sommes condamnés d'avoir l'audace pour pouvoir aboutir à cela. Sinon, nous tendons vers la chosification des citoyens togolais. Et c'est comme si nous sommes devenus des choses qu'on doit baloter de gauche à droite. Eh bien, nous disons non. Nous sommes des êtres humains qu'on doit diriger avec beaucoup de respect. En respectant la constitution qu'eux-mêmes se sont donnée. Parce que dans cette constitution, déjà dans le préambule, on a dit on doit garantir les droits innés. Et si je veux citer les termes vraiment du préambule qui fait partie intégrante de la Constitution, parce que selon de la nouvelle Constitution, de la Constitution de 5e République, là, si je veux citer les termes, vous verrez que les gens là, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Parce que la première phrase dit ceci: nous, peuple togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu, nous proclamons cette constitution pour garantir les droits innés, inaliénables, immuables, à l'indépendance, à la liberté, conformément à la proclamation d'indépendance de 1960. Bon, là aussi, je veux faire une petite nuance. Je crois que l'écriture a été mal faite là-bas. La meilleure formule serait à la proclamation, conformément à la proclamation de l'indépendance du 27 avril 1960. Parce que quand on dit d'indépendance, c'est comme si, bon, c'est vague, on ne connaît pas encore que nous avons eu de l'indépendance. Donc c'est de l'indépendance. Voyez-vous? Non, mais est-ce que quand on voit cette constitution, est-ce qu'on ne pense pas qu'il y a une précipitation dans la rédaction ou dans la promulgation? Oui, parce que c'est comment faire pour conserver le pouvoir. Parce que c'est une constitution qu'on voulait tailler sur mesure. C'est ça. Et on continue. C'est-à-dire le préambule dit que, c'est le deuxième alinéa, on dit que c'est pour constituer une nation souveraine, indépendante et juste. Je sors deux mots seulement de ce préambule. On a parlé de la liberté et de la justice. Vous savez, la liberté n'est pas qu'un simple mot. La liberté, c'est la vérité. Et quand on inscrit dans une constitution, d'ailleurs dans le préambule, et on parle de la liberté, c'est la vérité. C'est une action. Ajouter à la justice n'est pas un mauvais. C'est un mouvement agissant pour protéger les faibles et les pauvres. Malheureusement, dans notre pays, ils violent chaque temps cette constitution que les se sont donnée. On brûle tout le temps. Est-ce que vous déclarez vraiment un peu grave parce que cette constitution a été votée par une majorité des députés qui sont des députés du parti unique, du parti au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui président encore le pays. Et vous dites qu'ils violent cette constitution. Oui, c'est eux-mêmes qui se sont donné cette constitution. C'est eux qui ont écrit. Donc, si vous ne respectez pas ce que vous-même vous êtes donné, comment se fait-il que vous demandez aux autres de respecter vos lois taillées sur mesure? Non, ils violent. C'est dans cette constitution-là qu'on a dit que la dignité est intangible. Et pourtant, on torture les gens. Ou bien? Oui, nous allons... Donc, ils violent.
il brime les faibles. Ok, merci. Parce que la liberté, c'est l'équilibre social et politique d'une société donnée. Lorsque vous fracassez cet équilibre, ça veut dire que vous ne respectez pas la dignité de la personne humaine que nous sommes. Et de deux, en disant dans la première phrase que nous nous plaçons sous la protection de Dieu, ça veut dire que quelque part, on dira que l'État laïque, c'est vrai. Quelque part, pour certaines décisions capitales qui doivent toucher la cohésion nationale, la solidarité nationale, eh bien, on doit avoir la crainte de Dieu. Normalement, on a la chance au Togo d'avoir des pasteurs qui sont ministres. Et pourtant, dans leur agissement, je me demande si les gens là, vraiment, ils connaissent Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Donc, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ça veut dire que quelque part, ils violent même le préambule. Et si je continue, dans l'article 47 de la même constitution, vous prêtez le serment. Qu'est-ce que le président, le premier ministre, son excellence Faure a dit? Il a dit devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale. Le premier ministre ou le président du conseil des C'est le premier ministre. Moi, je suis venu si j'ai horreur de parler d'un président de quelqu'un conseil dans un régime parlementaire. Je suis désolé. C'est-à-dire, il faut qu'on cesse de faire des contorsions juridiques au Togo. Et on fait la honte dans la sous-région. Et c'est le lieu où je regarde droit dans cette caméra pour parler au Premier ministre, son excellence Faure, pas en tant que Premier ministre, mais en tant que grand frère. Des gens sont en train de nous ridiculiser. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. Et par ricochet, on nous ridiculise. Soit nous sommes dans un régime de démocratie participative, soit nous ne sommes pas dedans. Quand on dit président de conseil, eh bien, monsieur le président, vous êtes président de ce conseil nationalement. Ça veut dire que vous n'êtes pas président de tout le peuple togolais. Si on veut interpréter, c'est ça. Président de conseil. Donc vous êtes président de ce conseil-là. Mais on n'est pas dans une entreprise pour qu'on ait président d'un conseil d'administration. C'est pour cela qu'ils ont compris. Après, ils ont enlevé ministre, président du conseil des ministres. Mais là aussi, bon, nous sommes des gens avertis. Hein. Nous avons questionné notre génie. Et je voudrais lui dire que si le problème était que des gens vont dire il a été président de la République, il est devenu premier ministre, moi je serais à sa place que j'assumais cela. Si je voulais que tout continue, j'assumerais cela. Parce que dire président de conseil ne nous donne pas une grande légitimité. C'est pourquoi moi je dis premier ministre. Si vous êtes premier ministre dans un régime parlementaire, c'est à vous la responsabilité de gouverner tout le pays. De mener la politique gouvernementale. Voilà. Donc vous êtes responsable devant le peuple à travers le Parlement. Le président de conseil, vous êtes responsable devant votre petit club. Non, mais comme vous l'avez déclaré dernièrement que cette constitution a été taillée sur mesure pour une personne. Ouais. Donc quand on dit président de conseil, je ne sais pas si c'était sa volonté ou bien des gens lui ont proposé ça. Si c'est sa volonté, je dirais qu'il s'est trompé. Il s'est trompé. Parce que on doit laisser un enseignement juridique à nos progénitures. Un enseignement juridique adéquat. Une éducation juridique. Une éducation juridique adéquate à nos progénitures. Ces acrobaties juridiques ne nous arrangeraient pas. Parce qu'une constitution, ce n'est pas un pantalon, on porte, on enlève, on change. Non, une constitution, c'est un monument qu'on doit protéger. Ouais, la constitution des États-Unis a été écrite par 3 personnes seulement. Ils ont imaginé que pendant 1000 ans, comment voudrions-nous que notre État soit? Et jusqu'alors, ils ont une vision globale. Ils ne se sont pas basés uniquement sur... Ceux qui étaient au Togo, ils vont penser à eux seulement. On n'écrit pas une constitution en pensant à soi.
Ok, d'accord, nous allons revenir sur cette question. Selon vous, est-ce que chaque citoyen a la même valeur? Pourquoi nous posons cette question? Parce que nous constatons que dans le pays, pendant que certains sont en train d'organiser librement leurs réunions et meetings, d'autres sont en train d'être tabassés, passés à tabac. Quel est votre regard sur ce fait? Ce qui m'amène à vous demander si le pouvoir public considère tous les citoyens de la même manière. Non. Au Togo, nous sommes en train de rentrer dans un régime totalitaire qui veut contrôler tout et qui veut avoir tout pour lui seul. Et c'est ce que le président de la République, son excellence, avait dit. Il y a une minorité qui s'accapare de la richesse du pays. Mais comme ça ne suffisait pas, on va jusqu'à voir même dans la cagnotte pour voir qu'est-ce que nous mangeons à la maison. On veut contrôler ça aussi. Donc, nous tendons dans un régime totalitaire et c'est dangereux pour un état de droit que nous réclamons. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Je crois que nous allons parler des élections et je vous dirai que aujourd'hui nous sommes dans une plutocratie qui ne dit pas son nom. C'est quoi la plutocratie? C'est dans un régime où il n'y a que les riches qui peuvent être candidats et gagner. Alors que nous disons que nous sommes dans une démocratie participative. Je vais m'attarder un peu sur ce que c'est que la démocratie participative, qui est un peu différente de la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est un régime dans lequel il y a une assemblée restreinte qui prend la décision au nom du peuple. Voyez-vous? Mais cependant, on dit que nous sommes dans une démocratie participative au Togo, mais on ne sera un président de conseil. Donc, c'est un petit groupe restreint qui va prendre la décision à notre place. Il y a une certaine dichotomie entre les faits et les dits. Voilà. Une démocratie participative qui conserve les fondements de la représentation à travers les élus, mais qui est complétée par la participation, le fait de faire participer largement et directement les citoyens à la formation et à la consolidation de l'intérêt général. Mais ce qui se passe là, on est dans l'exclusion totale de la majorité du peuple. Okay. Donc, ce qu'ils disent, c'est comme la démocratie participative est devenue un slogan qu'on veut faire véhiculer pour faire croire que nous sommes dans une démocratie participative, alors que dans les faits, c'est autre chose. Nous dénonçons cela. Okay. Monsieur Aoudi, en dehors des bastonnades lors des manifestations, on observe auprès du pouvoir des arrestations, même dans des maisons. Celui de Affectio, de la dame avec un bébé, de monsieur Sativi, de tout récemment, dernièrement, René Missodé et j'en passe. Que pensez-vous de ces arrestations? Et le seul argument qu'on évoque, c'est trouble à l'ordre public. Je ne cesserai de dire que tout cela, c'est pour nous museler. C'est pour montrer que si vous faites là, voilà ce qui va vous arriver. Et souvent, on évoque trouble à l'ordre public. Ce qui m'amène à revenir sur la notion de l'ordre public. C'est quoi l'ordre public? Il faut que les Togolais sachent. Et ceux qui évoquent ça aussi, peut-être qu'ils ignorent ce que c'est que l'ordre public. Vous savez, l'ordre public, c'est l'ensemble des conditions nécessaires au bon fonctionnement d'une société donnée, comme celle du Togo. Et ainsi défini, l'ordre public a des composantes, à savoir la sécurité, la sûreté, la justice, la tranquillité politique, et puis la salubrité publique et le respect scrupuleux de la dignité. Vous voyez que je souris un peu, non? Et on ne peut pas brimer l'un de ces éléments-là. On ne peut pas privilégier, pardon, l'un de ces éléments-là au détriment de l'autre. C'est une composante. Ils sont ensemble. Ils se tiennent. Donc souvent, on dit, on veut préserver la tranquillité et la dignité qui fait partie des éléments de l'ordre public. Pendant qu'on est en train de brimer la dignité humaine,
On dit qu'on assure la tranquillité. C'est pour cela que lorsque la manifestation, les principes de liberté de manifestation et le principe de maintien de l'ordre public se rencontrent, il appartient à l'autorité publique de faire en sorte que les deux principes soient respectés. On ne peut pas choisir l'un au détriment de l'autre. Et puis, je vais revenir sur la définition. Quand on dit les conditions nécessaires pour un bon fonctionnement d'une société donnée, comme le Togo, dès lors que le salaire des fonctionnaires ne lui permet même pas de finir le mois. Et chaque année, et chaque mois, pardon, il doit traîner les dettes. Les conditions ne sont pas réunies. Dès lors que les militaires, tous sont là, sous tout ordre confondu, son salaire ne lui permet pas de payer le loyer. Il doit traîner les dettes. C'est ça qui les rend même aigris. Dès lors que les étudiants ne reçoivent pas normalement le quota de la bourse, les conditions ne sont pas réunies. Dès lors que les agriculteurs n'ont pas de tracteurs, les conditions ne sont pas réunies pour un bon fonctionnement de la société. Dès lors que nos mamans vont au marché et puis rien ne tombe dans leur panier, les conditions ne sont pas réunies. Donc, pour parler de l'ordre public, c'est tout un ensemble. Et ce n'est pas un amusement. On ne peut pas choisir un élément au détriment des autres. On choisit un élément pour conserver le pouvoir. Pendant combien de temps vous allez continuer à conserver le pouvoir? Vous savez, on peut choisir de conserver le pouvoir, hein, mais en faisant en sorte qu'il y ait l'équilibre social, qu'il y ait la justice sociale, qu'il y ait l'équitable, qu'il y ait l'équité dans la distribution des biens communs que nous avons ensemble. Mais vous mangez seul, vous vous accaparez des biens de la communauté, vous faites des détournements des fonds publics, vous faites la corruption à haute dose, et vous voulez que nous n'en parlons même pas. Comment tu peux taper un enfant et puis tu vas lui demander, tu vas lui interdire de pleurer encore? C'est grave. Ça ne peut pas continuer comme ça. Merci. Monsieur Aoudi, pendant que les manifestations se déroulaient, le parti au pouvoir organisait une réunion où les dirigeants de cette réunion, parmi lesquels M. Adedje, président de l'Assemblée, faisait partie des dirigeants. Une fois à son poste à l'Assemblée nationale, le président a invité à la cohésion nationale. Que pensez-vous de cette déclaration? Trouvez-vous que le président de l'Assemblée nationale fait preuve de bonne foi? Vous ne pouvez pas, il a parlé de réconciliation nationale aussi. Vous savez, la réconciliation nationale, ce n'est pas un mot, c'est dans les comportements. Vous parlez de réconciliation nationale, mais dès lors que nous voulons parler, vous nous brimez. Vous m'avez piétiné, vous dites vous m'avez piétiné, tu dis pardon, et tu continues de me piétiner. Donc je vais continuer à te pardonner. Chez nous, il y a un adage qui dit que ne me creuse pas les yeux. Vaut mieux te dire ne me creuse pas les yeux que de dire regarde comment tu m'as crevé les yeux. Vous êtes allé en Ghana? Oui, je suis allé dans ma langue. Parce qu'on dit souvent que ce qui est important, on le dit dans sa propre langue. Donc, vaut mieux te dire ne me creuse pas les yeux que de dire. Mais comment vous l'aviez dit tout de suite un peu? Donc, quand tu pointes un objet pointu sur mon œil, je dis, mon frère, pardon, il ne faut pas me crever les yeux. Hein. Je ne vais pas attendre jusqu'à ce que tu me creves les yeux et je vais dire, regarde comment tu m'as crevé les yeux. C'est ce qui se passe. Donc vous ne pouvez pas tout le temps nous brimer, nous bastonner lorsque nous voulons manifester notre colère par rapport à la mauvaise gestion du bien commun que nous avons confié. Parce que vous êtes des serviteurs. Et ça se trouve dans la constitution qu'ils se sont donnés. C'est pour cela que dans l'article 47 que je viens de citer, où il y a la prestation de serment, mais très loin, le président, le premier ministre a dit, je jure solennellement d'accomplir fidèlement et loyalement ma mission de serviteur. Mais si le premier responsable dit qu'il va accomplir sa mission,
de serviteurs, ça voudrait dire beaucoup de choses. Mais est-ce que eux-mêmes ils comprennent la portée de ces phrases-là? Vous savez, souvent, nos amis, j'ai compris qu'ils écrivent pour plaire la communauté internationale. Vous avez vu le geste que j'ai fait? C'est entre griffes, quoi. La communauté internationale. C'est pour plaire. Quand quelqu'un va lire ça, va dire, ah, voilà. Ils ont compris qu'ils sont des serviteurs. Et pourtant, c'est le contraire qui se fait. Serviteur, le mot serviteur, là, on peut commenter ça toute la journée. En droit civil, ou bien le droit privé, notamment le droit contractuel, exprime ça mieux. Nous, peuple togolais, c'est nous qui sommes les mandats. Et ceux qui sont devant là, ils sont des mandataires. Ça veut dire que c'est nous qui leur avons confié une mission. Et dès lors que vous gérez mal la mission, c'est à bon droit que le peuple togolais dise que, ah, mon frère, comme tu ne sers pas bien, nous allons te changer et trouver celui qui va mieux comprendre sa mission et la gérer pour le bien de nous tous. C'est ce qui arrive. Donc ceux qui dirigent sont des mandataires et nous sommes les mandats. Est-ce que ils comprennent réellement qu'ils sont des mandataires? C'est dommage qu'ils ne comprennent pas comme ça. C'est pour cela que je dis que il faut prendre des patriotes pour diriger ce pays. Parce que si vous êtes vraiment un patriote, vous ne pouvez pas faire de la patrimonialisation le principe de gouvernance. La patrimonialisation voudrait dire vous rendez privé les deniers publics, vous gérez les deniers publics comme si c'est vos biens privés. Et c'est dangereux pour la cohésion nationale et la réconciliation nationale. Ce que le président du Parlement a dit, c'est de la diversion. Vous considérez cela comme de la diversion? C'est de la diversion parce que si on était dans la cohésion nationale, on devait écouter ce pourquoi les jeunes sont dans la rue. Donc, dès lors que les conditions de bon fonctionnement d'une société ne sont pas réunies, les chômeurs ne trouvent pas de boulot, vous ne créez pas d'emploi, des gens n'ont plus d'espoir, les jeunes n'ont plus de repères, c'est normal que l'ordre public soit troublé. Mais si vous sentez que l'ordre public doit être troublé, vous devez s'assurer des moyens pour que l'ordre public et le respect de l'ordre public soit assuré en même temps que le respect de la liberté de manifestation et d'expression soit respecté. Et parce que nous constatons que quand par exemple, nous prenons la France aujourd'hui, presque tous nos caisses sont tirés en fait des lois françaises et autres. Nous avions vu des manifestations vraiment gigantesques en France. Les moyens qui ont été déployés avec la proportion des moyens qui ont été déployés par rapport aux manifestations au Togo étaient vraiment très différents. Vous voyez, c'est le lieu de dire à nos compatriotes militaires, agents de police, de la gendarmerie, que lorsqu'ils tournent le fusil, les armes que nous avons achetées pour assurer notre sécurité, ils sont en train de violer deux principes. Le premier principe, ils violent leur propre serment. Il dit que ils ont porté le treillis là pour assurer la territorialité de notre pays. Ça veut dire assurer en sorte que nos frontières soient garanties. Pour assurer notre sécurité individuelle et collective. Donc ça veut dire qu'aucun Togolais ne doit être bastonné. Non. Lorsque vous allez avec un mandat chez quelqu'un et le mandat d'amener, vous le prenez, vous l'amenez directement devant le procureur sans traitement humain dégradant. Parce que, bon, tout le monde peut commettre des erreurs. Mais là, c'est parce que quelqu'un a parlé seulement sur TikTok et on l'envoie en prison sans jugement. Or, dans leur constitution, la partie où on a dit de la déclaration solennelle des droits et devoirs des personnes, l'article 5 dit que
et à la liberté de communication, de pensée. Et que chaque citoyen est libre de faire passer son opinion, soit par écrit, soit par la parole, soit par l'image. Et est libre de s'informer sans entrave par les moyens légaux. Donc si quelqu'un va sur TikTok et critique votre mauvaise gouvernance, vous allez le chercher à la maison. Il y a plusieurs violations. Vous violez la liberté de faire communiquer sans penser. Vous violez la liberté de véhiculer son opinion. Parce que l'opinion est libre. C'est le fait qui est têtu. Une pierre, c'est une pierre. Voyez-vous? Et au-delà de ça, vous violez ce qu'on appelle le droit au domicile privé. Et vous tombez dans une infraction qui est l'anonymat. Ah, ça dit, moi, j'ai vu, on a arrêté une dame avec un bébé. Juste parce qu'elle a donné de l'eau aux manifestants. Où se trouve dans le code pénal togolais, dans le code pénal, où se trouve un article qui dit que parce que un concitoyen a donné de l'eau à son concitoyen est une infraction. Et pour ça, elle va se retrouver en prison avec son bébé. Et vous nous parlez de la cohésion nationale. Le bébé, là, il a son papa à la maison. Vous croyez qu'il ne va pas ruiner ça? Non, ce qui se passe au Togo est grave. On ne peut pas se taire là-dessus. Nous ne sommes pas des sujets, nous sommes des humains. donc, revenons sur le ministre Bahara qui déclare encore: le Togo n'a besoin de recourir ni à des milices privées, ni de permettre de tolérer des justices privées, ni encore moins rechercher des personnes de quel pays pour venir l'aider. Les forces de l'ordre et les forces de sécurité, principalement la police et la gendarmerie, sont un effectif suffisant pour gérer convenablement une situation telle que celle que nous avons vécue avec professionnalisme et efficacité. Monsieur Aoudi, pendant les manifestations, nous avons vu des véhicules transportant des personnes avec des marchettes, des armes, des personnes en cagoule. Pouvons-nous dire que le ministre fait du déni ou de déclarations mensongères graves? Vous savez, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de dire d'une grande personne qu'il ment. Voyez-vous, moi j'ai reçu une éducation. Mais je pense que c'est un moyen de nous dire que ils sont dans la banalisation du respect des institutions de la République. Parce que souvent, lors des manifestations, nous voyons ces gens-là, mais ils n'ont jamais été interpellés. Parfois, les bavures qui sont commises et qu'on attribue aux forces de l'ordre, c'est eux qui le font. Devant les forces de l'ordre. Ça veut dire qu'ils sont complices. En 2019, ça s'est passé à Adéu là-bas. Nous avons vu comment ils étaient sortis avec des machettes. Comme si nous étions dans une guerre civile. Et tout le temps, nous craignons que nous sommes dans un état de droit, nous sommes en démocratie. Donc, M. Bahara, ces déclarations, ce qu'il a dit là, c'est en conformité avec ce qu'il avait dit le jour là que des gens peuvent sortir. Si on veut faire une analyse approfondie, in fine, on peut dire que c'est lui qui les organise. Parce que vous ne pouvez pas aller sur un plateau de la télévision et vous qui prônez la solidarité nationale, la cohésion nationale, et puis vous intimidez les gens à travers ça. Et effectivement, sur le terrain, on voit indirectement ce que vous avez dit. Donc, on doit éviter d'amener le Togo à bord de précipice. Les Togolais sont très patients, comme je l'avais dit la fois dernière. Mais, ils ont commencé à abuser de la patience des Togolais. Ça, je vous le dis. Ce silence qui ne dit pas son nom, et on parle de la paix, c'est très précaire. Effectivement, parce que nous considérons, on pense que le Togo est un havre de paix et que la population très souvent ne réagit pas. En fait. Cette patience sera de limite.
Vous voyez, je ne cesserai de citer la Constitution. Dans le préambule, dit que nous proclamons cette Constitution très loin. Pour promouvoir la paix, dans le respect des valeurs traditionnelles et nos cultures inhérentes à nos us et coutumes. Non, que dis-je? Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, quid du respect des êtres humains que nous sommes. C'est ce qui fait qu'ils n'ont aucun respect à nous les Togolais jusqu'à ils violent cette partie de la Constitution, jusqu'à aller sécher le sol traditionnel sous le soleil, sous le chaud soleil, lors des joutes électorales. Eh bien, est-ce que cela ramène en fait à la valeur que nous donnons à notre tradition, à nos us et coutumes aujourd'hui? Ils bafouent ça. Leur problème, c'est de comment faire pour garder le pouvoir, vaille que vaille. Ils s'en foutent des autres choses. Donc, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, nos chefs traditionnels qui ont en réalité une valeur, une grande connotation, surtout morale pour nous les Togolais, sont en train de perdre de jour en jour. De jour en jour, on est en train de perdre. Nous sommes en train de perdre. Perdre les valeurs traditionnelles relativement aux chefs traditionnels qui sont des garants des us et coutumes. Donc, si on dit que nos cultures inhérentes à nos us et coutumes, ça veut dire que on doit tenir compte des aspirations profondes de chaque communauté, de chaque couche sociale composante de la nation togolaise. Sinon, moi j'ai vu dans à Pelé, dans la préfecture de Pelé, il y a un village qui voulait choisir son chef traditionnel pour l'introniser après. Quand la préfète a appris ça, elle dit on n'a qu'à amener celui qu'on va prendre là pour voir si la personne peut être chef. Je ne sais pas s'il veut prendre la règle pour mesurer son front ou comment, je ne sais pas. Ça, c'est une violation grave de la procédure d'intronisation d'un chef de chez nous, à Pelé. Parce qu'à Pelé, si on veut t'introniser, tu ne seras jamais, jusqu'à ce que la cérémonie ne commence, avant que tu ne saches que quelque chose arrive. Mais si la personne a fui, qui a fait? Ça, c'est une violation votre procédure de la loi d'abord, de la loi relative à la chefferie au Togo. Parce que cette loi, nulle part dans cette loi-là, on a dit que si on veut choisir un chef là, le préfet ou bien la préfète doit chercher à connaître la personne avant. Et par ricochet, on viole notre procédure ancestrale. C'est grave. Nous ne pouvons pas continuer à accepter des choses comme ça. Donc, eux, ils sont dans la banalisation de toutes les institutions au Togo, pourvu qu'ils soient au pouvoir. Et je dis que ça ne peut pas continuer comme ça. M. Aoudi, au cours d'une conférence de presse de plusieurs ministres, celui du ministre des Affaires étrangères, de l'administration territoriale, de la sécurité, de l'enseignement technique devant les ambassadeurs, se sont déballés sur la situation. Quel était selon vous l'objet de cette sortie des ministres? L'objet, c'est pour montrer aux diplomates que tout va bien. Et je dirais, c'est le mot. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est ridicule. Vous savez pourquoi? Non. Les diplomates, lorsqu'un ambassadeur dans un pays, à l'ambassade, il y a un service de renseignement. Donc tout ce qui se passe là, ces ambassadeurs-là, parfois, sont plus renseignés, sont plus informés qu'eux. Donc, ceux qui sont venus faire là-bas, là, ils se sont ridiculisés. Les ambassadeurs, avec leur attitude diplomatique, ils vont les écouter. Donc, moi, je voudrais dire à nos devanciers de cesser de nous ridiculiser. Comme si nous, les Togolais, nous ne sommes plus intelligents. Les ministres ont parlé du terrorisme en rapport aux manifestations. Il s'agit du terrorisme. Vous savez, et parfois j'ai tellement peur que, en voulant pour que coûte avoir raison, en voulant pour que coûte conserver le pouvoir, nous invoquons le mal sur nous. Nous avons un petit pays. C'est vrai, on dit qu'il y a des actes terroristes au nord. Mais nos militaires sont en train de faire ce qu'il faut faire pour les contenir. Et c'est le lieu de les féliciter. Parce que si vous faites bien, on va le dire. Si vous faites mal aussi, on va le dire. C'est ça
la liberté de communication de ses pensées, de ses opinions, inscrites dans la Constitution. Ils sont en train de faire leur mieux, pourvu qu'on leur donne les armes qu'il faut pour les contenir vraiment. Et c'est le lieu de les féliciter. C'est le lieu de les encourager. Parce que des gens quittent leur famille pour aller rester là-bas avec tous les risques. Donc c'est le lieu de les encourager et d'invoquer. Je ne parle pas d'évoquer. Je parle d'invoquer l'esprit divin pour qu'il puisse les accompagner. Voyez-vous? Et quand on parle de terrorisme, au moment d'Achadam, ils ont tenté de dire ça. Tu dis même que ça, en évoquant terroriste, c'est ça qui a commencé. Parce que lors d'Achadam, ils ont tenté de faire croire que Achadam a derrière lui les terroristes. Lorsqu'il y a des manifestations, on parle de terrorisme. Or, c'est vous-même qui avez inscrit la liberté de manifestation dans la Constitution. Ce n'est pas bien. C'est pour attirer l'attention des diplomates pour dire que si on n'arrête pas ce que nous faisions, si on ne les brille pas là, c'est le terrorisme qui va arriver. Oui, nous sommes tous des Togolais. Ils ont même évoqué qu'il y aura des mandats d'arrêt international. Et le ministre de la Sécurité a même déclaré qu'ils iront chercher les fauteurs de troubles où qu'ils sont. Je ne sais pas ceux qui l'appellent fauteurs de troubles. Ceux qui manifestent leurs droits ne sont pas des fauteurs de troubles. Et puis quand il dit ça, je suis surpris. Parce que il y a eu des assassinats dans ce pays. Et jusqu'alors, on n'a pas eu de suite pour les enquêtes. Ceux qui détournent les fonds là, pourquoi ils ne les prennent pas? Paix à son âme. C'est le lieu de m'incliner devant sa mémoire. Un éminent intellectuel, M. Atiké Agoubli, a été assassiné. Ça fait plusieurs années. Nous n'avons pas eu de suite des enquêtes. Les élèves qui manifestaient juste pour que leurs professeurs puissent être satisfaits et reviennent les enseigner. Celui dont le nom me vient en tête, c'est Douti Sénéalengue, a été tiré à bout portant. Jusqu'alors, où se trouve l'enquête? Il n'a qu'à faire preuve de diligence, preuve de responsabilité gouvernementale et arrêter celui qui a tiré sur cet élève-là. Là, nous serons allés le présenter au procureur et le juger. Même l'enquête qui a été menée sur notre valeureux soldat, Madiba, et après, on envoie cette personne en prison. Moi, je dis que c'est parodie de justice. Parce qu'on ne peut pas aller assassiner un colonel qui est chef d'un bataillon dans son bureau. Et on va dire que c'est une seule personne. Ça fait peur. Donc s'il y a terroristes, il y a lieu. C'est parmi eux qu'il y a des terroristes. C'est eux qui nous terrorisent tout le temps. Avec des intimidations. Donc s'il y a terroristes vraiment, c'est parmi eux qu'il y a des terroristes. Donc à chercher leurs terroristes là-bas. Et puis il dit mandat d'arrêt international. Vous savez, parfois je suis heureux d'avoir fait le droit. Hein. C'est pas pour mon orgueil, mais ça me fait comprendre beaucoup de choses. Il y a un principe en droit humanitaire international et en droit de la politique étrangère qu'on appelle le principe d'extradition. Lorsque vous demandez un mandat d'arrêt international contre quelqu'un et que l'État à qui vous demandez l'extradition sait que s'il l'extrade vers son pays d'origine, il va subir des traitements inhumains, dégradants. Et la torture, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est le respect du droit international public. Ce que Armon a décrit la fois dernière là, pour vous que pendant longtemps, des gens ont subi ça. Des gens ont subi la torture. Alors que dans la Constitution, la torture est interdite. Et ceux qui font ça doivent savoir que c'est un crime imprescriptible. Voyez-vous? Donc, la déclaration d'Armon m'a vraiment fait peur. Voilà. Ok, nous allons venir sur la déclaration d'Armon. Mais pendant que les ministres parlaient de terrorisme, de déstabilisation, faisant allusion à tout ce qui se passe dans le Sahel, et aussi parlent d'une déstabilisation venant de la France, ainsi de suite.
Nous avons constaté que le président de l'Assemblée nationale est reçu par la présidente de l'Assemblée nationale de la France, où il a indiqué qu'il s'agit d'un renforcement de la coopération parlementaire. Est-ce que cela ne semble pas comme si le pouvoir togolais aime jouer sur les émotions en face d'une crise? Ce régime a toujours eu un langage duplicitaire. Depuis un certain temps, je sens, je peux toutefois me tromper, je sens qu'ils sont dans une stratégie de vouloir se faire aduler par la jeunesse togolaise, comme les régimes de Sahel ont la mansuétude de la jeunesse de la sous-région. Parce que il veut faire croire que c'est la France qui est derrière. Au même moment, vous dites que c'est pour le renforcement de la coopération. De quelle coopération parlez-vous? Pour que la France aide les jeunes à vous déstabiliser, c'est ça la coopération? Non. On ne peut pas continuer à nous flouer. La jeunesse d'aujourd'hui est aguerrie. Et nous avons de la perspicacité et la clairvoyance d'esprit. On ne peut plus nous manipuler. On ne peut plus ni nous manipuler, ni nous flouer. Voilà. Ok, merci. Concernant la dernière sortie de l'artiste Amron, vous étiez en train de parler de ça tout à l'heure. Il a fait part de la situation de torture qu'il a subie lors de son enlèvement. Et pire encore, le responsable de la torture a ouvertement déclaré qu'il s'agit d'une torture, avec menace à l'appui en promettant de faire pire au cas où il parle. Monsieur Aoudi, bien que les militaires soient des corps habillés, et même en dehors de l'interdiction de la torture au Togo, qu'est-ce qui peut expliquer cette déshumanisation d'une personne vis-à-vis de son propre concitoyen? Peut-on parler uniquement de zèle? Il y a plusieurs éléments. Il y a le zèle, ou bien le zèle, ça c'est sûr. Il y en a, ça existe. Ou bien, c'est une méconnaissance des droits, des lois qui régissent les procédures judiciaires. Et il y a aussi les commanditaires. C'est ce qui permet à cette personne d'avoir du tonus pour faire ce qu'il fait. Voilà. Il y a aussi des commanditaires. Il a reçu des instructions. C'est toujours un moyen de terroriser. C'est pourquoi j'ai dit que s'il y a des terroristes, de terroriser le peuple togolais à travers des cas isolés. Si Armand n'était pas courageux, c'est le lieu de le féliciter. Armand, si tu me suis, je te tire chapeau. Tu es le fils de ton papa. Tu es courageux. J'ai apprécié ton impavidité. Tu es vraiment courageux. Si Armand n'était pas courageux, s'il n'était pas impavide, il allait se taire. Parce qu'on l'a prévenu. Mais lui, il allait au-delà. Il réalise même que lui ne vit plus. Non, est-ce que moi j'ai vu ça comme en fait le courage dormant dans les Togolais en fait? Oui, à travers Armand, tu sais, les Togolais, on dit le Togolais résilient. C'est cette résilience qui fait qu'on dit c'est cette résilience-là. Mais la même résilience peut s'extérioriser autrement. Et l'exemple palpable, c'est ça que nous voyons chez Armand. C'est-à-dire que quand tu fais peur à quelqu'un, tout le temps, il va arriver un moment, il va dire, bon, je suis fatigué. Je vais agir. La seule chose que tu peux faire, c'est de me tuer. Moi, je préfère dire la vérité à nos dirigeants que de me taire. Parce que pendant longtemps, c'est ce silence coupable qui fait que les droits et la liberté publique se détériorent. C'est un silence coupable. Quelque part, le peuple togolais aussi est coupable de sa propre victime. C'est-à-dire que nous sommes victimes de notre propre comportement, j'allais dire. Nous sommes victimes de notre propre silence. Ce silence a trop duré. Et si nos dénonciers pensent que leur façon de terroriser les gens
de torturer les gens, ça va continuer comme ça. C'est vrai, vous allez torturer, mais pendant combien de temps? Et là où j'ai peur, ça veut dire que tous ceux qui sont passés par là, c'est comme ça on leur avait dit. Bon, moi, je pense que c'est parce que aussi celui qui a osé même dire qu'il s'agit de torture. Parce qu'il dit qu'on a posé la question quand ce qu'on t'a fait. Armand étant intelligent, étant stratège, il a dit que vous m'avez redressé. Il dit non. Le vrai mot, c'est que nous t'avons torturé. Ça veut dire que ce sont des vrais tortionnaires qui... Une déclaration vraiment... Tu sais, quand Dieu veut donner la lumière à un peuple, c'est comme ça. Il ne passe pas des actes isolés pour que la lumière soit vraiment une lumière. Et c'est ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas torturer quelqu'un, vous lui demandez qu'est-ce qu'on t'a fait. Sachant que la torture est interdite. Sachant que la torture est formellement interdite dans notre constitution. Même pas la déclaration universelle des droits de l'homme. Par la charte des Nations Unies. Par les pactes internationaux dont nous sommes signataires. Et que nous avons incorporé dans notre corpus juridique. C'est-à-dire dans notre droit positif. Ça veut dire que ça devient loi. On interdit formellement la torture pour le respect scrupuleux de la dignité, pour le respect du principe de l'intangibilité de la vie humaine. Nul n'a le droit d'enlever la vie à quelqu'un, parce que la vie fait partie des droits innés des personnes humaines. Et ce qu'on appelle les droits innés, je vous dirais que le droit inné est supra-étatique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les droits innés existaient avant la création de l'État. Parce que dès lors que il y a le fœtus dans le ventre de sa maman, le droit à la vie a commencé. Donc ce n'est pas une loi qui lui a donné la vie. C'est Dieu. C'est pourquoi nous avons invoqué Dieu dans notre constitution. Donc le droit inné ne devrait pas être touché. Donc dans la Constitution, on a dit le respect de la personne physique, morale et psychologique. Mais on bafoue tout ça. Et c'est grave. Et je suis heureux qu'ils disent qu'il va tenter une action contre eux en justice. Je verrai si la justice dira le droit. Oui, mais en réalité, qu'est-ce qui encourt une personne qui a torturé un concitoyen et quelle devrait être la réaction immédiate du chef des armées puisqu'il s'agit d'un militaire et aujourd'hui celui qui est le chef des armées c'est le président du conseil. Quelle devrait être la réaction du président du conseil? Est-ce que moi je vais parler du premier ministre, son excellence Faure? En principe, dans un pays, pour des choses comme ça, par rapport à cette déclaration-là, la Cour constitutionnelle devrait s'auto-saisir et diligenter une enquête. Si ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est le procureur de la République ou bien le procureur général de la République devrait s'auto-saisir pour diriger une enquête, pour voir ce que notre concitoyen Armand est en train de dire. Est-ce que vraiment il a été torturé? Est-ce qu'il y a les preuves? Là, la procédure judiciaire commence. Maintenant, vous demandez pourquoi l'ex-président de la République, devenu aujourd'hui Premier ministre, ne réagit pas. Bon, je suppose qu'il est en train de réagir parce que là, ce n'est pas dans une déclaration, puisque ça, là, c'est très sérieux. Hein. C'est très sérieux. Pour la cohésion nationale, peut-être qu'il a demandé qu'on mène les enquêtes pour voir. Mais là où j'ai eu peur. Vous dites peut-être. Oui, je dis bien peut-être. Parce que je n'ai pas les moyens pour savoir si il a enclenché un processus dans les coulisses pour voir si c'est vrai. Ce n'est qu'après la vérification des déclarations de Armand que peut-être s'il peut parler, il peut parler. Et vous. Maintenant, vous demandez quelles sont les sanctions. Là, une honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que
il faut que j'aille regarder dans le code pénal togolais. Mais selon les instruments juridiques internationaux qui font partie de notre droit national, on peut avoir plusieurs peines. Ça dépend des circonstances dans lesquelles et le degré de la torture. La personne peut recevoir une peine à perpétuité. C'est-à-dire que, oui, ça voudrait dire que lorsqu'il sera condamné, il va rester en prison toute sa vie. Surtout que, au nom des droits de l'homme et du droit international humanitaire, la peine de mort est bannie. La peine de mort n'existe plus, surtout dans notre constitution. Donc, on peut le condamner à perpétuité. C'est ça. Et c'est pour cela que la torture est un crime imprescriptible. Ça veut dire que même quand vous vivez là, après 100 ans même, on peut vous poursuivre. Ok. Moi, je suis surpris parce que les grades qu'on donne à ceux qui ont commis cette forfaiture ne leur permettait pas de faire ça. Parce qu'ils devraient normalement connaître la loi, puisque on leur enseigne, lorsque vous commencez à gravir les échelons dans l'armée, on vous enseigne quand même le droit. Donc ils devraient normalement connaître ça. Mais là où j'ai eu peur, c'est quand Armand disait que l'aile de camp était arrivé, c'est lui qui a ordonné qu'on le rase. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment se fait que le chef de la garde présidentielle aille dans un lieu de torture et il donne des ordres? Mais c'est grave. Mais c'est vraiment grave parce que moi je me dis, il laisse la sécurité de notre Premier ministre et il vient s'occuper d'une seule personne que même ils sont en train de traiter de fou. Si quelqu'un est fou, qu'est-ce que vient chercher le premier responsable de la garde présidentielle? Monsieur Aoudi, ça reste à commenter. Exactement. Ouais. Monsieur Aoudi, là, Tish a parlé de beaucoup de choses, mais il a aussi parlé d'une proposition de 25 millions, je pense, une proposition de corruption, en citant des noms. Oui. Que pensez-vous de cette manœuvre en face d'une personne qu'on traite de fou? Ça me fait rire, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Vous voyez, eux nous disent une chose et son contraire. C'est Dieu qui a sauvé Armand avec tout ce qu'il a décrit là, les injections qu'on lui a données. Vous savez, on dit souvent que c'est ta famille qui est ta première clôture sécuritaire. Si son papa n'était pas un colonel, je ne sais pas ce qui allait lui arriver. Et la chance, c'est que son papa a donné le nom colonel qu'on lui a permis de rentrer. Sinon, il ne verrait pas son garçon. Commandant. Ah. Donc, c'est le titre là qu'il a donné, puisque là-haut, on l'a gardé. Les médecins qui sont là-bas, la plupart sont colonels, la plupart sont commandants, d'autres sont capitaines. Donc, la secrétaire avait cru que c'est l'un des médecins. Sinon, on ne lui aurait pas permis de rentrer chez son enfant. C'est à partir de cet instant-là que son sauvetage a déclenché. Sinon, il n'allait pas être sauvé. C'est qu'on voulait, vu tout ce qu'il a dit, pour un homme averti, un homme intelligent, c'est au final le rendre fou. Pour confirmer ce qu'ils ont dit. Maintenant, vous parlez de 25 millions. Ce qui prouve à foison que ce système-là, le système politique que nous avons, le régime politique que nous avons, a basé sa gouvernance sur la corruption à haute dose. Ça, c'est la confirmation de ce que nous doutions. Que c'est la corruption qui fait que notre économie est toujours en baisse. C'est la corruption qui fait que
nous n'avons pas de développement dans notre pays. C'est la corruption qui fait qu'il y a du chômage, qu'il n'y a pas d'emploi. C'est la corruption qui fait qu'on est en train de racketter la société à travers des décisions inappropriées.